Donc si tu veux, il y avait leur douche là et l'autre là, et il n'y avait pas de toit sur les douches. C'était pas fermé en haut. Donc en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient arraché des morceaux de sol et des morceaux de mur, et ils nous ont lapidés. Ils nous ont, Alors, ouais, ils nous ont envoyé des trucs, tu vois. Alors eux, ça les faisait marrer, bien entendu. Mais là, tu sors le point très fort et les dents très fort. Tu ne pètes pas un câble parce que tu sais que si ça part en table générale avec personne pour nous séparer, c'est la guerre à mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on prend sur nous, mais derrière, ne me vendez pas un multiculturalisme où on se tient tous par la main. Bon. Autre anecdote un peu glauque, je me permets de la raconter parce que c'est ça la réalité. Hein. La réalité du mondialisme, c'est ça. D'accord? Donc, tous les puceaux du réel, écoutez ce que je vous dis. Quand j'étais au collège, je faisais le championnat de France UNSS. Tu vois? Tu sais que j'ai été dans le même collège que Fofana, tu sais, le centre. Ouais, ouais, j'ai joué contre lui. Enfin, je suis un peu plus âgé, j'ai fait des entraînements avec lui, Wesley Fofana. Et en fait, donc, on jouait et on allait assez loin. Et on jouait Bobigny, tu vois. Et on rentrait en quart avec eux. Et je me rappelle, on était allé jouer, c'était à Châlons en Champagne. Et on rentre à que dans le quart. Donc déjà, on les avait battus. Et dans le quart, une tension, mais vraiment mais monstrueuse. C'est-à-dire que un silence, tu vois, parce qu'on savait que la moindre étincelle, allez faire tout partir. ça allait faire tout partir. Et une chance pour la France, avait une bouteille de, je sais pas, d'orangina de coca, et je suis désolé de rentrer dans les détails, mais encore une fois, c'est la réalité. Que fait le mec? Il pisse dedans, d'accord? Donc une belle bouteille de pisse, il la referme et il nous la jette dessus. Donc moi, je me pose la question, je suis censé avoir quelle image des gens qui se comportent comme ça? Tu vois? Donc moi, c'est ça ma réalité. C'est ça. Et ça, c'est la réalité. Et je sais que, n'ayant pas malgré tout grandi en banlieue, enfin, pas en banlieue, parce qu'en banlieue, ça ne veut rien dire, d'accord? N'ayant pas grandi à, à proximité de cités dans lesquelles règne l'économie parallèle, parce que c'est ça, banlieue ne veut rien dire, tu vois? Neuilly, c'est la banlieue, d'accord? Et même Montreuil, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a des quartiers bobos à Montreuil, tu vois? Même, comment ça s'appelle? Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois, t'as des baraques magnifiques, tu vois? Bien sûr. Ça ne veut rien dire. Il faut parler de quartiers très précis. Moi, j'ai quand même pas grandi à côté de ces quartiers-là, mais j'ai quand même été au contact de cette réalité. Donc, il faut pas me la faire, si tu veux. Et donc, moi, pourquoi j'évoque la question de la remigration, c'est que je constate que, au quotidien, il y a deux populations qui n'ont pas envie de vivre ensemble. Et je constate même qu'il y a une population qui est assez hostile à une autre, tu vois. Les Français sont très racistes, rappelle-toi. Ils sont très fachos, tu vois. Ils bolossent les Français d'origine immigrée, ils les raquettent, ils les dépouillent, ils leur vendent de la drogue. Enfin, tu vois, les Français sont vraiment des salauds, quoi. Ça, c'est vraiment choquant, quoi. Hein. Donc, voilà, il y a une évidence, si tu veux, c'est que il y a deux catégories de population. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Je constate qu'elles ne veulent pas vivre ensemble. Et je constate qu'au quotidien, c'est le clash. Voilà. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, officiellement, la position du pouvoir, c'est que ce problème n'existe pas? Il n'y a pas assez de ou alors, s'il y a un problème, c'est parce que vous n'êtes pas assez mélangés. Mais personne, ni d'un côté ni de l'autre, n'a envie de se mélanger en vérité. Quand on se ment pas trop. Tu vois? Pense aux gens qui sont autour de toi. Enfin, la réalité que tu vois au quotidien, c'est quoi? C'est ça, on le sait. On le sait tous en vérité. On le sait tous. Il n'y a que les puceaux du réel qui l'ignorent, parce que ce sont des bourgeois blancs qui vivent entre bourgeois blancs. Tu vois? Ou des bourgeois jacobins d'ailleurs, très souvent, qui vivent entre bourgeois jacobins. Voilà. Donc, pour moi, la remigration, de toute façon, est vitale pour la France. Tu sais, je te parlais de la Courneuve. Euh, Très concrètement, si la réalité qu'il y a à la Courneuve venait à s'étendre sur la France n'existerait plus. Donc, par définition, sans remigration, la France ne survivra pas. C'est évident. C'est évident. Mais la remigration, non. Parce que toi, tu vois ça comme un phénomène qui va Et s'imposer naturellement, je mais pense, oui. est-ce que tu penses que ça pourrait être violent? Parce que c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait très peur. Parce Mais que ça fait peur à moi même aussi. beaucoup Hein. de gens, voilà, c'est ce qui fait peur de se dire Je sens. quoi, on va mettre les gens dehors, Non, on va, non, on moi va se je pense. transformer en Non, non, Netanyahou, quoi, parce allez, que. tu dégages. Non, non, parce que quand on mettra la charte et on dira les mecs, c'est ça qu'il faut respecter pour être en France, moi je pense qu'il y en a beaucoup qui signeront pas. Hein. Je pense vraiment qu'il y en a beaucoup qui signeront pas. Tu vois. Mais vraiment, on le fait, mais la charte drastique. Hein. De toute façon, la situation, mais dans un tel état, et la situation qui ne fait d'ailleurs que enfin, qui ne fait que, tu vois, les choses ne s'améliorent pas avec le temps.
va appeler des mesures radicales quand on se ment pas trop. Donc la charte sera tellement serrée que là, on saura qui est acquis ou pas à la cause française, avec tout ce que ça implique d'héritage spirituel de la France, etc. Si tu veux. Toi, tu es sensible à des démarches comme celle de Kémy Séba qui retourne en Afrique, qui a un peu j'ai presque envie de dire le prémisse de ce que tu dis là. Kémy Séba, je vais te dire, bon, je suis pas un spécialiste de Kémy Séba parce que j'ai pas lu ses bouquins. Disons que dans la démarche, Mais en tout cas, il dit je vais au bout de ma démarche, je ne veux pas. Justement, lui, c'est un peu le Ouria Boutedja, mais qui se dit puisque je ne veux pas vivre ici, machin, je vais là-bas. Je reverrai. Non, mais il a le mérite de la cohérence, Kémy Séba. Après, je suis pas convaincu que ce soit un ami de la France, tu vois. Après, je vais pas lui faire. Non, il se déclare pas spécialement ami de la France, je te confirme. Oui. C'est vrai. Après, je vais pas lui faire de procès d'intention vrai. parce que je ne le connais pas. Je ne le connais pas personnellement et j'ai pas lu ses bouquins. Donc, j'ai vraiment une vision de Kémy Séba, si tu veux, qui est très. J'ai pas les cartes pour en parler. Maintenant, le fait qu'il soit retourné dans son pays d'origine, je dis, parce que moi j'ai connu Kémy Séba à l'époque où il crachait sur la France et compagnie, et quand il disait qu'il rentrait en Afrique, je me suis dit encore qu'il a une grande gueule et qu'il restera en France toute sa vie. Je constate que ça n'a pas été le cas et qu'il a eu le mérite de la cohérence et il a mis en pratique ses actes. Parce que on en connaît, franchement, parce que toi aussi t'en connais des grandes gueules qui nous disent la France est de la merde, vive le bled et compagnie. Je dis très bien, mais bon, faut être cohérent, il faut aller au bout. Ouais, mais moi, depuis que je suis jeune, j'ai été confronté aussi à ces problèmes-là avec des amis qui disent oui, la France c'est pourri, nique la France, etc. Et quand tu leur dis retourne, casse-toi. Et ils te disent oui, mais attention, non, la France, elle est venue coloniser chez moi, donc moi maintenant je reprends ma part ici. Ça, c'est une rhétorique. Et bien, les gens qui disent cela, je l'ai entendu d'ailleurs également, valident mes propos quand je parle de contre-colonisation. Ils sont dans une logique vindicative de contre-colonisation. Et ça, le puceau de gauche ne veut pas l'entendre, mais les gars, c'est ça la réalité. Et vous allez vous la prendre dans la gueule, mais alors à la puissance 15 000. Parce que c'est ça la réalité. C'est ça. Mais justement, est-ce que la gauche aussi, elle n'a pas encouragé ce discours? Mais, est-ce qu'elle n'a pas un peu cautionné tout ça? Mais bien sûr que oui. Et pourquoi elle l'a fait? Parce qu'elle veut défranciser la France, elle veut déraciner la France. Donc si tu veux, la gauche a plusieurs instruments pour changer ce socle civilisationnel. Il y a la déchristianisation, tu vois, avec tout ce que ça implique d'athéisme, de lumière et compagnie. Et l'immigration, c'est parfait. On remplace les populations. La Courneuve, faut se lever de bonne heure pour trouver un Français culturel. De très bonne heure. C'est vrai. Très très bonne heure. Là, je clash la Courneuve. Là, depuis ouais, là, tu vas te faire des amis à la Courneuve, c'est pas loin, méfie-toi. C'est pas grave. C'est pas très grave. En plus, il y a plein de, je précise, beaucoup de gens de banlieue qui nous regardent, parce que moi, toute la journée, sûr, quand je me balade, on me dit salut, bon les gars, salut. Mais si tu veux, moi j'ai mes opinions, j'ai beaucoup de mal, si tu veux, à adapter mon langage au public. Non, mais... Et je vais te dire, je pense qu'ils préfèrent ce langage de franchise. Ils préfèrent la franchise. Non, mais c'est pour dire... Et même au-delà de la franchise, ils préfèrent les gens, je pense, qui ont ma position au paternaliste, parce qu'il n'y a rien de plus humiliant que le paternaliste. Puisque le paternaliste leur renvoie à leurs conditions d'assister. Alors que moi, je leur dis, non, les mecs, vous pouvez vous démerder. Vous pouvez vous démerder. Mais pas ici. Hein. Non, mais parce que, voilà, alors justement, ce qu'on disait, parce que la gauche, pendant des années, on a eu un SOS Racisme, Parti Socialiste, qui ont œuvré à expliquer en fait à tous cette génération justement, on va dire, de descendants d'immigrés, entre guillemets, les descendants de l'afro-immigration, comme on veut. En tout cas, ils leur ont expliqué, vous êtes là, vous avez le droit d'être là parce que vos parents ont été colonisés, entre guillemets, donc vous prenez votre revanche. Et aussi, vous n'avez pas besoin de vous intégrer, et pire, vous exaltez même votre différence. C'est très bien, il y a une exaltation de la différence. Alors, en fait, jusqu'à certains points, parce que quand on a vu des voiles partout, après on a dit, ah non, mais la différence... Il y a eu un discours ambigu, c'est-à-dire qu'à la fois on exalte la différence, et à la fois on veut dire qu'ils sont français. Mais attendez, soit on est culturellement français, soit on ne l'est pas. C'est tout. Et tu sais, pour en revenir à cette question de la colonisation, c'est très intéressant. Vous avez le droit d'être là parce que vos ancêtres ont colonisé votre pays d'origine. Donc ça veut dire que les citoyens d'Amérique ont le droit de coloniser l'Angleterre dans ce cas-là. Ça veut dire que les aborigènes
d'Australie ont également le droit de coloniser. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est complètement délirant, tu vois. C'est complètement délirant. Il n'y a pas de droit à être ici ou à droit à être là. Les gens qui ont le droit à être ici sont les héritiers. Et les gens issus de l'immigration qui ont droit à être ici, entre guillemets, quand je dis droit, tu comprends ce que je veux dire, ce sont ceux qui s'inscrivent dans la généalogie française, dans le sillon français, et qui se fondent véritablement dans la société française, et qui se projettent comme des Français. Tu vois, ça c'est mon côté open, d'accord. Après, je constate que dans la réalité, j'en ai pas vu des milliards. Hein. Qui souhaitent vraiment s'investir. J'en ai connu très peu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un chantage qui pèse aussi? Parce que tout à l'heure, tu parlais, tu disais oui qu'il y avait un ressentiment colonial qui était très fort et qui était un peu, allez, on va dire, allez, presque, voilà, une espèce de, il y a un refoulement, presque une schizophrénie aussi au sein des populations à cause de ça, justement de vouloir à la fois se sentir français et à la fois d'une culture qui a été imprégnée depuis l'enfance, dans laquelle justement la France est rejetée parce que la France a un rôle d'oppresseur, de colonisateur, etc. Donc c'est un peu, c'était pas dans une position facile aussi pour ces gens-là, parce qu'ils se retrouvent dans une position où ils ont grandi comme ça et on leur dit bah non. C'est-à-dire que ces gens-là, objectivement, là où ce que tu dis est juste, c'est qu'objectivement, ils se sont fait piéger. C'est qu'on aurait dû leur dire c'est soit l'un soit l'autre. Et on leur a fait croire qu'on pouvait mélanger l'eau et l'huile. Tu vois. Donc effectivement, on leur a menti. On leur a menti. Et tu vois, quand je vois les images de Bastille, tu vois, tous ces personnes d'origine africaine qui fêtaient la victoire de la gauche, je me dis, mais alors vous, vraiment, hein, mais vous êtes les derniers des derniers, quoi. Ces gens-là vous ont filé pendant des décennies, et vous votez pour eux comme des cons, et vous vous réjouissez de leur victoire. Mais vous êtes des crétins. Vous êtes vraiment des crétins, quoi. Enfin bon, bref. Ceci étant, la gauche, le crédit de la gauche a baissé ces dernières années dans la banlieue. Oui. Que ce soit... Ils perdent la main quand même. Hein. Ouais, je pense que c'est terminé même. Sincèrement, je crois que c'est fini. Parce que le discours de gauche, on va dire, allez, que j'ai presque envie de dire le discours victimaire, genre les pauvres en banlieue, ça passe plus, mais même chez les mecs de banlieue, je pense qui refusent ce discours-là. Je pense que c'est surtout en ce qui concerne les questions religieuses, c'est que malgré tout, chez ces populations extra-européennes, il y a quand même, enfin, ils n'ont pas abandonné parce qu'ils n'ont pas été lumiérisés, ou ils ont été moins lumiérisés, devrais-je dire plutôt, parce qu'ils sont quand même lumiérisés en partie. Mais il y a quand même un respect du religieux, et ils voient que la gauche les clash frontalement sur cette question. Et ça passe pas, très concrètement. Donc, autant au municipal, ils peuvent voter pour la gauche parce qu'ils jouent la carte du communautarisme, des allocs et compagnie. Autant au point de vue national, j'attends de voir. Sincèrement. Il risque d'avoir des surprises. Ouais, je pense que ça va pas se passer comme ça. Alors, on va. Allez, je vais prendre des questions parce que sinon je vais me faire engueuler par les métanotes. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent Adrien, vous parlez de la gauche comme si elle était la cause de tous les maux. Ouais, c'est le cas, oui. N'est-ce pas la droite progressiste, libérale et bourgeoise qui détruit la France? Mais la droite progressiste, libérale et bourgeoise, c'est la gauche. La droite dont on parle, dont moi je parle, n'est pas l'UMP. Si tu veux. La droite a disparu de l'échiquier politique en 1944. En fait, non, elle a disparu même au début du XXe siècle, en vérité. Tu vois. Mais si tu veux, la droite véritable, c'est-à-dire monarchiste, contre-révolutionnaire, a disparu donc au début du XXe siècle, à cause du ralliement prôné par Léon XIII notamment. Mais ce dont on me parle, c'est la gauche. L'idéologie de la bourgeoisie, c'est la gauche. Au XIXe siècle, on avait une opposition très claire entre d'un côté les bourgeois libéraux républicains qui défendaient l'économie capitaliste et de l'autre côté les légitimistes royalistes qui défendaient l'économie fondée, tu vois, l'économie terrienne. Et donc l'idéologie de la bourgeoisie, c'est la gauche. La gauche a inventé le capitalisme. Si on considère que le capitalisme, c'est le règne de l'argent, c'est la société dans laquelle la valeur suprême et la valeur... et la puissance maîtresse est l'argent. C'est la gauche qui a créé le capitalisme, puisque la gauche a détruit les seules forces capables de museler l'argent, c'est-à-dire les traditions politiques et religieuses. Seul l'esprit, au sens dans lequel saint Paul l'évoque, peut museler la matière. D'accord ? Matière contre matière, l'argent gagne toujours. Seul l'esprit peut museler la matière. Or, contre qui s'acharne la gauche depuis sa naissance? Parce que la gauche, c'est la lumière, c'est synonyme.
elle s'attaque à l'esprit, elle s'attaque aux religions, elle s'attaquait aux corporations. C'est la gauche qui a créé le capitalisme. C'est la gauche qui a livré le peuple ouvrier, si tu veux, au capital. C'est la gauche qui a détruit les corporations, qui a détruit les droits collectifs, qui a détruit les communautés de village, etc., etc., etc. Donc la gauche a créé le capitalisme. Le capitalisme sauvage est une création de la gauche. Et je me répète, parce qu'il faut que ça rentre, la gauche est capitaliste par essence. Par essence. Parce que la gauche s'attaque aux seules institutions capables de museler l'argent. Tu vois ? Et bien sûr, les guignols de l'extrême gauche se disent anticapitalistes, mais le problème, c'est qu'ils sont pour la destruction du mal, enfin du remède au mal qu'ils prétendent combattre. C'est complètement con. Alors, il y a un mélange d'hypocrisie et de conneries, là, concrètement. Hein. J'ai envie de dire, de toute façon, la gauche rend bête, hein. Ça c'est évident. La gauche rend con. Mais ça, c'est un autre débat. Peut-être une émission qui s'appelle La gauche rend con. Toi. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est quoi ? C'est que l'idéologie de la bourgeoisie, c'est la gauche. Et d'ailleurs, regardez la bourgeoisie française actuelle. Enfin, une partie de la bourgeoisie française actuelle. Mais le discours qu'on entend, c'est quoi ? C'est aller à l'église qu'on entend ? C'est vive la France, défense de l'armée, défense de la patrie, défense de la religion. C'est pas tout à fait ça le discours actuel. Hein. Enfin, après, peut-être que j'entends mal, tu vois. Ouais, non, je pense mais pas. voilà. Ouais. Donc, je me répète encore une fois, l'idéologie de la bourgeoisie, c'est la gauche. Alors, je vais regarder un peu les réactions. On me dit, Adrien, de quelle classe sociale tu viens ? Tes parents étaient-ils gauchistes pour que tu sois comme ça aujourd'hui ? Non, mes parents étaient... Alors, moi, je viens des classes moyennes, tu vois, un petit peu déclassées, suite à diverses péripéties qu'ont traversé ma famille. Après, quand j'ai connu le chômage, heureusement, je suis devenu avocat, mais là, j'ai pu me redresser un petit peu socialement. Le bon Dieu m'a filé un petit coup de pouce, tu vois. Parce que concrètement, si j'étais chômeur, j'ai faim à ma gueule. Hein. C'est clair et net. Parce que tu vois, j'aurais une telle peur de la précarité et de me faire défoncer socialement que voilà. Mais donc là, moi, tu vois, je viens des classes moyennes. Et j'ai connu un petit peu, si tu veux, les difficultés sociales que rencontre la jeunesse française aujourd'hui. Mais j'ai réussi à sauver ma peau socialement. Et puis c'était quoi la suite de la question ? Et puis non, mes parents étaient gauchistes. Ouais, ils sont teintés de gauche, quoi. Ils étaient teintés de gauche, ouais. Mais si tu veux, ce qui est rigolo, c'est que quand on dit ça, il y a ceux qui nous disent « Ah bah il est devenu de droite parce que ses parents, tu vois, par réaction ». Et d'un autre côté, si je dis que mes parents sont de droite, « Ah bah il est devenu de droite parce que ses parents l'étaient, donc il reprend ce qu'on dit ses parents ». Bref. Non, c'était... j'ai envie de te dire, ce sont des gens de leur temps. Ce sont des Charlie, quoi. Et ça ne retire rien de l'amour que je leur porte, et qu'il aurait dû. Mais ce sont, voilà, non, pour mes parents, je suis un extraterrestre, idéologiquement parlant, si tu veux. Oui. Donc, voilà. Mais je le vis pas trop mal. Hein, ça va alors, j'imagine, on n'est pas les seuls. On me dit, que pensez-vous de l'influence du lobby juif sur la politique française et sa nuance sur la France au détriment du bien d'Israël ? Alors déjà, il faut distinguer deux choses. Tu vois, quand on parle de lobby juif, on vise quoi précisément ? On vise le CRIF, très bien. Oui, c'est essentiellement, on va dire, le lobby français, ce qu'on voit... tu vois, c'est très intéressant. Cette question est très intéressante. Je crois que je reprends un propos de Guillaume Faye, qui était très intéressant sur la question, sur cette question sioniste. Officiellement, le discours de François Hollande aujourd'hui est pro-israélien, un devoir de mémoire sur la Shoah, et condamnation d'antisémitisme, sachant que dans l'absolu, bien entendu, tout le monde condamne les actes racistes, quels qu'ils soient. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais, là, ce que je vais dire va peut-être pas plaire aux gens de banlieue, mais attendez, les mecs, les actes d'antisémitisme, ils viennent d'où, là ? Franchement, on se ment pas trop, là. On se ment pas trop, on est entre nous. Les actes d'antisémitisme, si on veut vraiment lutter contre l'antisémitisme en France, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu ? Sincèrement. Quand on se ment pas trop, hein, quand on brise ce moule qu'on a dans le crâne, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que les méthodes réalisent là dans les débats ? Non, pas encore. Mais de toute façon, ils ont compris ce que je veux dire. Et voilà. Et ils savent que je sais qu'ils savent. Donc, si tu veux, l'influence de les juifs, je ne dis pas qu'il n'existe pas.
il y a des réseaux pro-israéliens qui défendent leurs intérêts. Ils sont puissants. Mais non. Il faut être très clair là-dessus. L'influence de ces gens-là n'est pas la cause, c'est l'effet. Si il y avait une France qui n'était pas civilisationnellement immunodéficiente, en gros, si on avait une France structurée par son héritage spirituel, le CRIF aurait une influence zéro. Zéro. Et de même pour la maçonnerie, et de même pour demain, pour un éventuel lobby musulman, si tu veux. Ces gens-là prospèrent de notre faiblesse et de notre nullité. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de troupe derrière, il n'y a rien. L'opinion n'est même pas avec eux, tu vois ce que je veux dire ? Il est même de moins en moins, si je suis un petit peu les divers sondages, et cette opinion qu'on a autour de nous, si tu veux. Mais concrètement, tu sais, moi, il y a quand même deux petits faits historiques que je rappelle, c'est que Louis XVI a été condamné à mort par une assemblée de goïms, hein, et c'est De Gaulle qui a restauré l'anti-France en 1944. C'est pas le CRIF, hein, je le rappelle. Et le traité de Lisbonne, si le CRIF n'existait pas, il serait quand même passé. D'accord ? Tu vois ce que je veux dire ? Et toutes ces concessions mondialisme qu'on a faites seraient quand même arrivées. Et je constate qu'il y a des pays européens dans lesquels il n'y a pas de juifs, dans lesquels il se passe des choses strictement analogues à la France. Tu vois ? Donc ça, c'est souvent des questions de maghrébins d'ailleurs, qui sont ce que j'appelle moi les soralo-maghrébins d'ailleurs, très souvent, qui sont possédés par cette question, si tu veux, du sionisme et de l'antisionisme. Je ne dis pas que ça n'a aucune influence. On va très sincèrement, s'il n'y a pas de lobbying, je ne pense pas que François Hollande fera des déclarations pro-Israël, si tu veux. Mais dans l'absolu, la conséquence, le poids véritable que ça a dans la politique française, moi j'attends qu'on me le démontre. Hein. J'attends qu'on me démontre que c'est le CRIF qui a imposé aux députés français de voter pour le traité de Lisbonne ou de voter pour le TCG. Tu vois ce que je veux dire ? J'attends qu'on me le démontre. Et personnellement, je crois qu'on a beaucoup de mal à me le démontrer, parce que ce n'est pas le cas. Tu vois ? S'il y a besoin du CRIF pour que les collabos collaborent, je pense qu'on le fera depuis très longtemps. Mais pourtant, ils sont quand même très impliqués, on va dire, dans une chose que j'appellerais le... Allez... ce que tu as appelé l'antiracisme depuis tout à l'heure, justement, il était quand même porté par ces lobbies-là. Alors ça, tu as raison. Ça, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai. Mais tu constateras que, d'un autre côté, la réaction vient aussi d'une partie des élites juives. Pour moi, ils ont tourné leur veste. Bah oui, mais c'est un peu les mêmes qui nous ont vendu ces théories antiracistes des années 80 qui aujourd'hui essaient de nous vendre l'anti-islamisme, entre guillemets. Je pense que l'anti-islamisme, c'est en partie une autre question. Mais si tu veux, ce que tu dis sur l'association antiraciste est juste. C'est factuellement juste, et je crois qu'il faut être un tartuffe pour le nier. Pour le nier, il faut être un tartuffe. Et de fait, alors là aussi où je te rejoins, c'est que la loi Pleven, si tu veux, tiens, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir articuler ton propos et le mien. Il y a des associations antiracistes qui, sur la base de la loi Pleven, limitent, réduisent le champ de la liberté d'expression. Ça, c'est incontestable. Même des gens qui viennent du système en conviennent, si tu veux. La loi Pleven, qui l'a voté ? Non, mais qui l'a voté ? Je veux dire, c'est quand même ça le fond du problème. C'est-à-dire que ces lobbies, tu parles des lobbies sionistes, enfin, le méthode par les lobbies sionistes, demain on parlera peut-être dans le lobby musulman éventuel, on peut parler des loges. Tous ces réseaux de pouvoir ou ces réseaux d'influence prospèrent sur les ruines de l'héritage spirituel de la France. Et si demain ils sont restaurés, ces gens-là auront une influence égale à zéro. Parce que, par définition, leurs intérêts ne sont pas ceux de la France. Tu vois ? Les intérêts d'Israël sont parfaitement respectables, tu vois, mais ce ne sont pas les intérêts de la France. Les intérêts du peuple palestinien, de l'Arabie Saoudite, sont parfaitement respectables, mais ils ne sont pas les intérêts de la France. Les intérêts de la franc-poissonnerie, par contre, ceux-là ne sont pas respectables. C'est pas grave.
Mais alors attends, c'était quoi ta question? C'était oui, bah écoute. Oui, c'est un peu les mêmes personnes. Après, effectivement, tu vois, pour ne parler sans langue de bois, il y a une partie des élites juives qui a quand même remarqué que l'antisémitisme ne venait pas des Français campagnards, si tu veux. Quand on se ment pas trop, hein, quand on se ment pas trop. Et donc, effectivement, ils mettent un bémol, ils mettent un stop, ils souhaitent un stop, si tu veux, à l'immigration notamment. Mais c'est un peu hypocrite parce que c'est les mêmes pendant les années 80 qui se moquaient du français de base, du français bouffe quand même, qui ont détruit l'image du français de base un peu. J'ai presque envie de dire l'image du blanc. Pour aller, j'ai envie de te dire, c'est eux qui l'ont détruit. C'est hypocrite pour ceux qui sont passés d'un camp à un autre, si tu veux. Un mec comme Zemmour, par exemple, je pense qu'il a été quand même cohérent, tu vois. Mais effectivement, ceux qui ont un pied à la LICRA et qui, derrière, après, se jouent les défenseurs de la France, ne nous prenez pas pour des bouffons, quoi. Okay. Ne nous prenez pas pour des bouffons. Eh ben, on va faire une petite pause. La régie, elle est prête, évidemment. On fait la petite pause et on revient. On me dit un débat avec Farida Belgoul. Je sais pas pourquoi. Bon. J'ai rien contre cette bouffe. Ouais, voilà. Donc, on fait la pause et on revient juste après. À vous, la régie. Voilà. Donc, de retour sur la libre antenne. Toujours la saison 2. Toujours avec Adrien Abosi. Visiblement beaucoup de réactions, Adrien. Il y a une guerre sur le chat. Visiblement, il y a eu des gros, on va dire, de gros remous, tu vois, suite à tes propos. Je pensais que j'étais consensuel, pourtant. Bon. Ah oui. Là, c'est voilà, on me dit voilà, diversité, oui, bien sûr, insulte gratuite, ce n'est pas nécessaire entre gens bien élevés et responsables, oui, parce que visiblement, il y a eu des gros clashs. Alors, j'ai pas, voilà, bon, te vous dire, j'ai pas vu les clashs parce que je suis sur l'autre chat, le chat question. Hein, alors, le chat question, visiblement, il est bien modéré. D'ailleurs, voilà, on a Gaspard Gaza et réduit la révolte, Libertad, pas trop les sages. Ils ont du boulot, visiblement, ce soir, tu vois, pour gérer ce chat. Alors, je vais reprendre. Ah bon, il y a quelques questions. Ça, ils adorent. Hein. L'invité est-il sous l'influence de sa femme? Je suis pas marié. Bon, bah voilà, ça, c'est la question troll. Là, ouais, voilà, comme elle a 13, après, ils vont dire pourquoi je la pose pas. Quand je dis que c'est les questions troll, il n'y a pas de mal. Hein. Plébiscitées. Voilà. Alors, on me dit comment fait Adrien pour dire que ces Français d'origine africaine, wesh wesh, ont un respect de la religion quand on voit ce qu'est le rap et tout l'univers qui va avec? Ne pense-t-il pas qu'il y a aussi pas mal de Albert Ali, de Salim Laibi et de Anis Al-Feda qu'on ne voit quasiment pas du fait qu'ils sont effacés? Anis Al-Feda, je le connais très bien. Hein. C'est un très bon camarade. Voilà. Anis Al-Feda, moi au quotidien, je ne l'ai pas rencontré 15 000. Hein. Je sais pas. Non, mais sincèrement. Alors, peut-être existe-t-il, je dis, je ne les ai pas rencontrés. Tu vois, je ne les ai pas rencontrés. Alors, attends, je relis la question parce que. On le respect de la religion. Oui. Bah oui, si tu veux, quand même, vis-à-vis de leur famille, on leur a vendu quand même une bonne. On leur a vendu une bonne image de leur religion. Mais ça, c'est le paradoxe, si tu veux, des rappeurs. C'est-à-dire que d'un certain point de vue, ils valorisent un certain discours religieux pseudo-musulman, si tu veux, alors que de l'autre côté, toutes les valeurs qu'ils propagent vont à l'encontre de cette foi qu'ils prétendent être la leur, si tu veux. Donc ça, c'est vrai que c'est une ambiguïté. Mais si tu veux, le jacobin est un schizophrène traversé par des courants contraires. Donc les afro-jacobins sont traversés par des courants contraires. Et donc oui, des contradictions et des paradoxes chez eux. C'est un peu... Alors tu sais que... Là, quand on parlait du discours républicain, ces temps-ci, il y a eu beaucoup d'agressions, on va dire, évidemment, après cette affaire de Charlie, il y a eu des agressions de musulmans un peu partout en France, hein, une recrudescence, et beaucoup de victimes qu'on a vues dans les journaux télé, à chaque fois, elles se défendaient en disant « Oui, moi, pourtant, justement, je suis les valeurs de la République ». Ah putain, c'est pas terrible ça. Parce que ça, non mais c'est une phrase qui m'a choqué parce que je la voyais revenir constamment. Ce sont des gens qui récitent la leçon qu'on leur a demandé d'apprendre. Mais attends, déjà, un préalable, bien entendu, toutes les actions violentes sont condamnables par définition, si tu veux. Tu vois, quand même, je suis pour la remigration. Je condamne toutes les actions violentes gratuites. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Après, dire je suis pour les valeurs de la République, ce n'est pas en se revendiquant de l'anti-France qu'on trouvera sa place en France et qu'on s'enracinera en France, tout simplement. Après, je pense que ce sont tout simplement des gens qui ont été dressés par des réflexes pavloviens et qui répètent ce qu'ils... comment te dire
ce qu'ils pensent que leur interlocuteur attend d'eux. Mais en plus, oui, mais on leur a appris que quand même la France c'est la République, c'est respecter la République. Oui, alors que je précise que la République des Lumières, parce que la République ça ne veut rien dire, c'est la forme du gouvernement. Mais la République des Lumières, quand Manuel Valls parle de la République, il vise un contenu idéologique précis. La République des Lumières, je le répète à chaque fois que je viens chez vous, mais ça fait toujours bien de le dire, la République des Lumières est l'anti-France. Et je pense que je l'ai bien démontré ce soir en évoquant le projet idéologique de la gauche. Parce que tout à l'heure, on évoquait, tu sais, l'influence des lobbies pro-israéliens. Oui. Je veux bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la question du lobby pro-lumière. Et je ne parle pas que de la franc-poissonnerie quand je parle de ça, si tu veux. Je parle d'un état d'esprit global général qui est 1000 fois plus influent qu'un simple lobby, tu vois. Et encore une fois, la question qui doit être posée, c'est la question de notre faiblesse. Pourquoi notre colonne vertébrale est-elle si faible aujourd'hui ? Pourquoi nous sommes civilisationnellement immunodéficients ? C'est ça la vraie question. Bon, moi, c'est mon dada, tu vois, c'est la question du déracinement. Hein. Toi, tu penses que c'est le déracinement global de cette population qui provoque... bien sûr. Mais la perte de vitalité de la France est due à son déracinement. Son déracinement, mais on va dire global, parce que, sûr, pour le coup, parce que je reprécise quand même ton propos pour que aussi les gens comprennent bien, aussi bien venant de l'immigration africaine que des Français de souche, parce que qu'on soit bien clair, les Français de souche convertis au républicanisin, ils partagent le... Tout à fait. Moi, j'ai déjà dit que je ne serais pas contre l'idée d'expulser de France aussi des gens de gauche, quoi. Puisque la haine de la France, ils l'ont aussi. Donc, mais eux, ils iraient où ? Moi, ils se démerdent, hein, j'ai envie de te dire. Ils se démerdent, mais c'est pas incohérent. Quand tu vois la haine de la France qui mue un antifa, par exemple, ou un bobo, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi ? Qu'est-ce que tu fous là, concrètement, quoi ? Et puis bon. Mais après, on te sort... Alors moi, tu sais, j'ai eu ces discussions-là, alors avec certains blancs, comme ça, hein, voilà, je tapais un peu sur les blancs. Non, mais... Facile. Alors, c'est intéressant d'évoquer des exemples réel du quotidien. Non, bien sûr. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas les schémas. Non, mais bien sûr, parce que ça, justement, voilà, parce que tu parlais justement de, voilà, toi, tu parles souvent des puceaux du réel et de la réalité. Et effectivement, ça, c'est une réalité auquel on est confronté, voilà, moi comme toi, comme tout le monde. Et c'est vrai que je rencontre des gens, des blancs, qui me disent, oui, mais tu vois, nous, on a été aussi à un moment salaud, donc il faut pouvoir, comme une espèce de retour des choses. Alors ça s'appelle pas un blanc, ça s'appelle une baltringue, ça. Hein. Ça s'appelle... Voilà, ça. Alors là, je te dis... Non, mais c'est d'une telle connerie. Non, mais franchement, moi, si quelqu'un me dit ça, je ne perds même pas une seule seconde à essayer de le convaincre, d'accord ? Le bon Dieu, peut-être, pourra lui acheter un cerveau, tu vois, s'il en a envie. Mais je crois qu'il n'y a rien à faire, là, à ce niveau-là de conneries, quoi. C'est tellement con, c'est tellement bête, c'est tellement... En fait, en pensant quoi, d'enlever un peu de son identité, on va rétablir une justice, c'est ça un peu... Non, quelle est la logique, et même quel est l'intérêt, quoi. Je veux dire, Enfin voilà, donc ça s'appelle un jacobin, donc à part les grâces du bon Dieu, on ne peut rien faire pour eux. Moi, je ne m'adresse pas à ces personnes... Enfin... Après, tu crois qu'ils sont foutus ? Comment on peut le... En fait, je veux dire, ça dépend du degré de couche, si tu veux, quoi. Il y en a qui sont foutus, hein, tu vois, il y en a qui sont foutus. Il y en a qui sont sauvables. Moi, je viens à peu près de ça, tu vois, je viens de l'idéologie dominante. Donc j'ai eu cette couche de gauche en moi, tu vois, cette couche de... pas tellement politiquement correcte, parce que j'ai toujours été hermétique à ça, parce que je voyais que c'était pas conformité avec le réel, si tu veux. Mais bon, il y a des gens sauvables. Et puis ne jamais oublier une chose, c'est que ces jacobins ont une anthropologie française en eux malgré tout, si tu veux. Et donc, cette anthropologie est réveillable. Elle est réveillable. Mais il y en a d'autres qui sont tellement dans le refoulement, si tu veux, qui sont tellement dans la haine de soi, qui eux sont presque des fanatiques religieux, hein, que là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Mais bon, moi, je vais te dire, les gens de gauche, je vais te dire, j'en fréquente plus, quoi. Ils m'emmerdent. Au quotidien, ils m'emmerdent. Parce que, fondamentalement, tu t'ennuies, quoi, avec eux. Tu peux parler de rien. Ils sont structurés par des réflexes pavloviens qui les tétanisent intellectuellement, qui leur empêchent de parler de beaucoup de sujets. Ils sont très souvent incultes.
parce qu'il faut abolir le passé, donc il ne faut pas s'en abreuver. Voilà, donc tu vois, je crois qu'il n'y a rien de plus chiant qu'une soirée avec des gens de gauche, quoi. Parce que tu es condamné à la frivolité. À moins que tu les clashes, quoi. À moins que tu les clashes. Alors tu te fais traiter de fasciste. Bon, ça, j'avoue que c'est marrant, tu vois, de jouer le vilain petit canard. Moi j'ai beaucoup aimé faire ça à une époque, tu vois. Envoyer des missiles comme ça, tu vois, un petit peu politiquement correct. Mais par contre, il faut ne pas craindre l'ostracisme. On me dit, attention, ça pique. Visiblement, Adrien ne serait pas contre que tous les 10 musulmans de France deviennent des Albert Ali et Kamel Béchik. Dans ce cas, il serait favorable à les voir rester. Mais alors, que pense-t-il de la théorie de Laurent Ozon qui parle de la substance du français et qui est à opposer à l'idée de voir rester tous les musulmans même assimilés, car il dit à demi-mot que malgré un effort d'assimilation culturelle, la présence et l'intégration de ces populations conduira à la perte du peuple français. Moi je parle pas de musulmans, moi. Déplacer le problème sur un terrain religieux, je ne dis pas qu'il ne se pose pas le problème religieux, à une certaine échelle, mais je dis que c'est pas le fond du problème. L'islam est le vernis de l'africanisation de la France. Il n'y a pas d'Africains en France, il y a quasiment pas d'islam, si tu veux. Ça existe, les Français de souche, qui se convertissent à l'islam. Moi, j'en connais qui sont même des gens très bien, tu vois, qui sont parfois, pour certains d'entre eux, des très bons camarades de lutte. À titre personnel, je préfère que l'humanité entière soit chrétienne, tu vois. Mais voilà, je ne limite pas les gens à leur étiquette, tout en espérant que chacun, un jour, rejoindra la croix du Christ, bien entendu. Si tu veux, encore une fois, moi, je n'aime pas quand on dit les musulmans. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et tu vois, quand on parle des problèmes des gens issus de la diversité, tous les subsahariens, enfin pas tous les subsahariens, mais une grande partie des subsahariens, qui posent beaucoup de problèmes aux populations françaises, au quotidien, ne sont pas musulmans. Mais dans le discours dominant, et y compris dans le discours de la nouvelle opinion publique, et même de la sphère dite dissidente, on parle de musulmans, mais ça n'a aucun sens. C'est une concession faite à la novlangue. La vraie question qui est posée est culturelle, si tu veux. Elle est beaucoup plus large que la question religieuse. Mais encore une fois, donc des Albert Ali à petite dose, pourquoi pas, tu vois. Bon, de toute façon, il y en a à petite dose. Et comme je te l'ai dit, quand l'heure de vérité arrivera, les gens qui se sont véritablement fondus dans la population française resteront et seront acceptés par la population française, et les autres repartiront. Tu vois. Et ça se fera, je pense, sans contrainte. Tu vois, quand il y aura une réaffirmation culturelle de la France et quand on aura coupé les allocs, en gros, quand la prise de confiance sera terminée, le problème va se régler très simplement. Et la preuve que ça se réglera très simplement, c'est qu'on n'est même pas au courant qu'il y a déjà eu une réimmigration dans les années 30. Ouais, non. Tu vois ce que je veux dire ? L'Algérie, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en Algérie. Tu considères que c'est une remigration pour les Français pour les pieds noirs, ouais. C'est compliqué parce que si tu veux, pour les Européens qui étaient venus en Algérie, effectivement, au cours du XIXe siècle, c'est une forme de remigration. Oui, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que bon, aujourd'hui, on a acté qu'il était normal que les pieds noirs soient tous rentrés en France. Mais dans ces cas-là, c'est valider le concept de leur migration. Le système valide leur migration. Il la valide. Sans que là, pour le coup, c'est pas tout à fait comparable parce que les pieds noirs avaient moyennement le choix quand même. Je pense que le FLN n'aura pas forcément fait de cadeau s'ils étaient restés. Ouais, tu penses que ce serait très mal passé Mon petit doigt me le dit, ouais. Il y en a qui pensent ça, il y en a qui me disent ça, j'aimerais bien avoir un débat un jour là-dessus parce qu'il y en a plein qui me disent alors côté algérien on me dit non, ce serait bien passé, non mais attends, la population locale non, c'était terrible. Alors, je sais pas. Moi tu vois, je connais des gens qui ont vécu en Algérie et ils me disent que le peuple algérien est fou amoureux de la France, tu vois. Ils me disent dès que tu dis que t'es français ou tout ce qui vient de France, ils adorent, même dans la langue algérienne au quotidien, oui, il y a beaucoup de mots français qui sont passés, ouais. En revanche, le FLN, je le regrette, hein, mais il est structuré par une haine viscérale de la France. Et là, il suffit d'écouter les paroles des mecs. Hein. Je veux dire, ces mecs-là n'hésitent jamais à nous cracher à la gueule. Hein. S'il fait pas beau, s'il fait plus chaud en Algérie en été qu'en hiver, c'est de la faute de la France. Bon, ils ont aussi, en Algérie, ce FLN s'est bâti aussi son identité contre la France. Le FLN ne doit pas oublier un truc quand même, c'est que si l'Algérie survit aujourd'hui, c'est parce que De Gaulle leur a donné le Sahara et le pétrole qu'il y a avec. Donc, moi, si le FLN était cohérent, il érigerait des statues de Gaulle partout en Algérie. Tu vois ? Parce que c'est grâce au pétrole algérien du Sahara qui n'avait jamais été algérien,
je le précise quand même, qui n'avait jamais été dans la zone d'influence de l'Algérie, si tu veux. D'ailleurs, une bonne partie était au Maroc, il me semble. Ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, il y a un clash entre les deux pays. Et il y a un clash parce qu'ils ont réclamé une partie. Bien sûr, ils ont bien raison d'ailleurs, parce que géopolitiquement, ils y ont intérêt.